Je suis tout seul, mais enfin, je représente plusieurs dizaines d'intervenants qui travaillent dans la précarité à Lille, donc notamment l'équipe mobile psychiatrie précarité Diogène, mais aussi la PAS, dont je suis aussi le responsable médical, mais aussi la CMAO, le SAMU social, avec lequel Diogène travaille en lien hyper étroit depuis 20 ans. C'est-à-dire, nous partageons tout le temps les mêmes locaux, les mêmes esprits, les mêmes travail avec tous les intervenants du SAMU social. Donc, vous voyez que je représente plusieurs dizaines de personnes. Voyons s'il marche. Alors, et voilà. Donc, dans cette présentation, j'essaierai d'être assez rapide. Je cible plutôt des éléments principaux de pratique en cours, c'est-à-dire je ne donnerai pas des chiffres, mais si vous voulez, je les ai, hein, parce qu'on fait un rapport, même si on a eu Pyramide, on a fait un rapport autarcique, voilà, on l'a fait nous-mêmes, on a tous les chiffres, parce que nous, on a tous les éléments pour évaluer notre pratique à fur et à mesure qu'on avance. Et j'essaie de cibler aussi les complexités et difficultés qui, enfin, peuvent être en même temps des obstacles ou même des chances pour des changements. Et enfin, j'espère de tracer des petites lignes comme ça pour une évolution possible du travail dans la précarité complexe. Voilà. Vous voyez, nous sommes où? On est au carrefour du sud au nord. Pourquoi je montre ça? Parce que vous savez, l'île, enfin, est sur la route vers le Royaume-Uni, une route qui est aussi d'est à ouest. Et enfin, ça caractérise énormément le changement de la population en cours, tout en sachant qu'exemple, au début du travail, en 1998, la grande majorité des personnes dont on s'occupait, c'était des Français. Aujourd'hui, sont réduits au 34%. Donc, vous voyez, 2 tiers sont étrangers et 1 tiers sont des Français. Voilà, donc vous comprenez que le positionnement même géographique de la ville n'est pas irrélevant. Deuxième point qu'il faut quand même connaître, je ne sais pas, peut-être que les Français connaissent, mais moi, quand je suis arrivé à Lille, j'étais étonné de voir une métropole comme ça, une métropole constituée par 89 différentes communes, municipalités. Donc, vous voyez, la dispersion, ça fait quand même 1,2 million habitants, mais vous voyez, Lille a 230 000 habitants, Roubaix 95, Tourcoing 96, Villeneuve d'Ascq, etc., et les autres sont plus petits. Donc, pour dire, c'est un grand territoire avec une distribution très irrégulière du centre-ville, des banlieues, etc. Je me suis fait donner des éléments un peu à la louche de ce mot, parce que je dis, mais combien de personnes sont concernés par ce concept d'accompagnement des CMAO, de précarité, de logement, etc. Et il me balance un chiffre, écoute Massimo, c'est vraiment à la louche, mais environ 11 000 personnes sont concernées. 11 000, dont 8 000 ménages. On a 5 000 places d'accueil. Vous faites rapidement les chiffres. Hein? Urgence et stabilisation inclus, donc ça fait quand même moyennement entre 2500 et 3000 personnes sans abri, c'est-à-dire dans des squats ou à la rue. Vous voyez que ce n'est pas petit. Alors, face à ça, qu'est-ce que c'est la psychiatrie? Autre gros problème. La psychiatrie a une distribution géographique que ça m'a pris du temps à comprendre. Quand je suis arrivé, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certaines villes étaient attachées à un EPCM, certaines à l'autre, et physiquement, c'était complexe. Donc, on a 18 secteurs différents, 3 différentes administrations publiques de santé mentale, notamment l'EPSL Lille Métropole, l'EPCM Agglomération Lilloise et les CHRU, qui est la partie universitaire. Alors, le vert, c'est l'EPCM Lille Métropole, le bleu, c'est l'agglomération lilloise, et le gris, c'est les CHRU. Vous voyez que c'est une distribution tordue, voilà. Ça, c'est sûr. Final, on a face à ça plus qu'une trentaine. Alors j'ai mis 30, mais c'est à la louche là aussi, une trentaine de différentes associations, institutions qui s'occupent des personnes en condition de précarité. C'est énorme. Moi, que je viens de l'Italie, où il y a la Caritas, c'est la plus importante des associations religieuses qui fait ça, il y en a des autres, mais c'est rien par rapport à la richesse de structures associatives qu'on a à Lille. Je suis resté étonné, positivement. Alors,
Petit mot sur Diogène, nous, on a une équipe mobile, psychiatrie et précarité classique, donc démarrée en 1998. Mais aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on est un des partenaires du réseau Santé Solidarité Lille Métropole. Dans ces contextes, notre équipe est composée par 14 personnes, mais avec un total de 7,5 équivalents temps plein, donc chacun à mi-temps, moi aussi je suis à mi-temps. Cette équipe est au milieu d'un grand réseau de partenaires. Chaque partenaire peut signaler ou orienter une personne qui a des besoins spéciaux ou des problèmes de santé mentale. Donc notre objectif, notre but institutionnel, c'est d'accompagner les personnes en situation de précarité vers les soins en santé mentale. Et notre travail vraiment institutionnellement, c'est prendre contact, évaluer les besoins et rendre concrètement possible l'accès aux soins. Or, cela dit, c'est simple. Et cela, à mon avis, ça fait que le travail de nos équipes en toute la France est largement sous-estimé. Parce que quand j'ai dit prendre contact, je n'ai pas le temps de parler des anecdotes de ça, mais une seule anecdote pour tous, il y a un monsieur qui nous a pris 4 ans pour savoir comment s'appelle-t-il. Donc avant, on l'appelait Bancali parce qu'il avait sa tante à côté de la banque alimentaire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ce monsieur? Pour l'instant, encore pas assez, mais 4 ans pour savoir nom et prénom. Voilà, une anecdote pour tous. Alors, si on calcule que la population précaire a un taux de trouble entre les 50, trouble mental, entre 30 et 50%, on a environ un public d'environ 5000 personnes. Alors, ici, il n'y a pas la note file active, mais sachez que la note file active, c'est autour de 600 personnes. La passe, autour de 200 personnes, ça fait 800. La Ravaude, que c'est Roubaix, qui parlera après, je pense que c'est 250. Bon, vous voyez qu'on arrive à un millier. Comprenez qu'on n'est pas exactement en état de donner de grandes réponses à ce qu'est la prévalence calculée, estimée. Les personnes qu'on suit sont évidemment des sans-abri, personnes à la rue, dans des squats, nomades et itinérants, qui ne sont pas irrélevants, parce que ce sont des personnes qui arrivent, qui partent, qui reviennent, qui partent, des migrants, surtout de l'Afrique subsaharienne, qui aujourd'hui sont arrivés autour, 45% de la population suivie sont des Africains, et des demandeurs d'asile, chose plus complexe, compliquée, mais souvent personnes qui fuient des conflits, persécutions sexuelles, raciales, idéologiques, politiques, tout type de persécutions. Alors, simplement, 3 gros problèmes. Évidemment, la répartition de la population est un territoire très articulé, les 89 communes, avec une répartition inégale. Donc, il y a des grandes villes, Lille, Roubaix, Tourcoing, je dirais aussi Hélène, Fives, où la concentration de problèmes de précarité est énorme. Par contre, il y a des autres communes où cette concentration est bien réduite, bien inférieure. Deuxième, évidemment, l'absence de demande, ou parfois le refus actif d'être accompagné vers les soins en santé mentale. Et troisième point, c'est cette complexité dont je vais parler rapidement, des besoins non satisfaits qui ne sont jamais séparables, biologiques, sociaux et psychologiques. Alors, face à ça, la psychiatrie d'habitude a cette tendance à simplifier. Hein, vous voyez, comme parfois, justement, on parlait du diagnostic avant, le diagnostic, c'est quelque chose qui parfois est illusoire, sinon dérisoire. Alors, vous voyez que c'est quelqu'un dont il faut tenir compte, il n'a pas d'éducation, il n'a pas de famille, il n'a pas de revenus, il a un chômage itinérant, maladie somatique, alcool, incarcération, mais il a des idées délirantes, eh bien, il devient un sujet schizophrénique, paranoïde. Bon, moi je trouve que ça, c'est une erreur majeure. Mais garder cette complexité implique un énorme travail en amont et en aval. Donc, quand je parle de complexité, qu'est-ce que je vais dire? Quand je parle de complexité, je parle de la coprésence de plusieurs niveaux de problématiques, de plusieurs niveaux de problèmes. C'est-à-dire pas des problèmes compliqués, mais des problèmes qui sont de communication. Exemple, moi j'ai dû faire parfois des entretiens avec des personnes qui parlent le soussou ou l'arménien. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Personnes qui ne veulent pas parler avec nous. Donc il faut réitérer dizaines de fois. Alors, et ces dizaines de fois, c'est du travail, hein, ce n'est pas du rien. Il manque de confiance, donc la personne n'a pas envie de s'ouvrir, de se laisser accompagner
Parfois, on a souvent des patients avec des troubles psychotiques sévères. Donc, parfois, il faut forcer, quand une personne dort à la rue à -5 l'hiver, sans même pas une tente, bon, quand même, je suis obligé à faire un péril imminent. Les conditions fluctuantes de vie, précarité, la personne est là, tu ne le vois plus, 6 mois, revient, disparaît. Enfin, des parcours personnels très touchants, personnes qui ont été rescapées des génocides. Moi, j'ai eu des entretiens vraiment touchants, et ce qui induit un impact émotionnel des intervenants qui n'est pas nul. Des problèmes somatiques, problèmes d'addiction, problèmes judiciaires, la prison, et des cultures différentes, parce que quand quelqu'un vient consulter un jeune homme, ça c'est pas inventé, c'est réel, en disant que son problème était que pendant qu'il grimpait les grilles de Melilla entre Maroc et Espagne, il avait perdu son gris-gris, j'ai eu du mal à trouver une réponse, vous comprenez. Voilà. Et les gris-gris, vous savez, c'était le protecteur des personnes, comme Camerounais. Voilà. Alors, c'est évident que face à cette complexité, un service, un dispositif, tout seul ne peut rien faire. Ou l'action est très limitée, parfois ininfluente. Alors, vu la richesse, vu la réalité de l'île, qui est une réalité complexe mais riche, voilà, du point de vue humain et des ressources, j'ai dit que la seule façon d'agir, c'est dans la mutualisation des ressources humaines, donc compétences, connaissances, effectifs et matériels, lieux d'accueil, programmes, ambulatoires, logements, pour essayer d'atteindre un but qui est commun. Alors, cette coordination en réseau de partenaires, c'est la seule qui permet une réelle synergie. Enfin, les risques d'une si grande richesse qu'il y a 10 institutions, 10 associations qui font la même chose et aucune qui fait la bonne. Donc, c'est important de savoir coordonner pour réaliser une synergie. Alors, évidemment, quand on parle de besoins, il ne faut pas aller sur la ligne, trouver les besoins dont on s'occupe. Hein. Nous, tous, on s'occupe évidemment des besoins sociaux, très basiques, un logement décent, une vie digne, des vêtements décents, des revenus suffisants pour vivre. Hein. Ouvrir les droits, ce n'est pas si simple. Il y a pas mal de Français qui refusent d'ouvrir des droits. Hein. Et enfin, un réseau social satisfaisant, parce que la vie n'est pas que respirer, vivre n'est pas que respirer, il faut avoir aussi une socialité qui n'est pas facile à réaliser. Aussi des besoins de santé, donc des conditions d'hygiène, combien de fois, hein, personnel et environnemental, une alimentation, hein, combien de nos personnes accompagnées sont édentées, hein, pensez-y. Avoir les médecins traitants, avoir accès aux soins spécialisés comme tous les autres citoyens. Ce qui n'est pas facile parce que vous savez, à la fin, les personnes accompagnées par les MPP ont une espérance de vie bien plus courte que tout le reste. Voilà. Et enfin, on arrive aux besoins de santé mentale qui sont quand même présents, qui sont assez importants, mais qui nécessitent une détection et une évaluation. On ne peut pas dire précaire, équivalent, fou, voilà, pardonnez-moi le terme, mais je l'utilise exprès. Il faut évaluer, il faut comprendre, et après il faut dire que la panoplie de pathologies est énorme. Surtout, quand j'ai écouté avant, la comorbidité est toujours présente. Combien existe le schizophrène simple, unique? Non, moi j'ai jamais vu. Il y a quelqu'un qui boit, qui était en prison, qui était caractériel, qui était isolé. Donc c'est-à-dire, l'évaluation, c'est un parcours complexe. Ensuite, permettre l'accès aux soins. Et j'ajoute, ça c'est un gros bémol, la continuité des soins, parce que pas mal de fois, j'ai vu des personnes accompagnées, bien accompagnées, prises en charge, et après 2 ans, de nouveau à la rue. Alors ça ne me plaît pas du tout. Alors, les réseaux. Bon, alors quand j'ai dit que c'est compliqué, c'est complexe, c'est la réalité, parce que les réseaux médicaux sur l'île, vous voyez qu'il y a 2, 4, 6, 7. Évidemment, nous, la RAVOD qui est là, la PASPSI, qui sont les autres secteurs, mais l'addictologie intersectorielle, plus mobile, plus le CARUD, les services SPIP, SNPR et SPIP, donc tous ceux qui s'occupent des personnes en prison, l'équipe de psychiatrie et l'association Médecins en Solidarité Lille qui donne des soins à les sans-papiers, personnes sans aucune ouverture de droit. Deuxième, il y a une large, là c'est cité que les principaux, hein, 2, 4, 6, 8, 9, réseaux sociaux et médico-sociaux.
les SAMU sociales, évidemment, les CMAO, la Beige, Armée du Salut, EOL, Sauvegarde du Nord, Un Chez Soi d'abord, Emmaüs, Coalia et d'autres encore. Et ensuite, j'ajoute les conseils locaux de santé mentale et la police, qui, heureusement, depuis 2 ans, participe 2 fois par an à des réunions d'équipe sur notre réseau. Et on a eu la chance d'avoir un lien très direct avec les commissaires de la métropole lilloise qui nous a permis pas mal, 2-3 fois, de résoudre pas mal de problèmes. Voilà, pour dire qu'il y a un réseau énorme. Alors, ça montre un tout petit peu graphiquement, mais c'est un peu tordu quand même, l'ensemble. Vous voyez que santé mentale, précarité, Diogène est au carrefour des 3 éléments. Mental health, santé mentale, santé physique et du social. Vous voyez que c'est quelque chose vers lequel on bouge tout le temps. C'est un système, on verra, ouvert. Donc, vient sur la fin, parce que moi, j'essaie bien d'être assez synthétique. Voilà. La coordination a été créée formellement en 2005. Formellement, le réseau Santé, Solidarité Lille Métropole existe et une convention qui met ensemble, pour une synergie opérationnelle, plusieurs institutions et associations. Cette formalisation est garantie par des COPIL, comités de pilotage, qui sont en même temps comités stratégiques pour évaluer les tendances et les évolutions, mais aussi pour donner des éléments concrets de leur travail, c'est-à-dire sont reconnus, mais aussi opérationnels, et permet d'évaluer, de planifier les axes de développement du réseau. Et ce qui est important, a été nommé une coordinatrice, un coordinateur, qui est la personne qui signe avec moi ces diaporamas, qui est Christelle Lemaire. Mais très en pratique, concrètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se déroule cette collaboration? Alors, premièrement, il y a des réunions programmées de coordination et de planification d'intervention. Toutes réunions ne sont pas que des échanges d'informations, mais impliquent aussi des prises de décision. Qui participe? Après, on décide qui fait quoi, comment, pourquoi, et on se donne des échéances et des parcours. Parfois, il y a des cas complexes. Et alors, c'est là que d'habitude, personne ne veut une personne qui a trop de problèmes en même temps. Et on a eu. Et ont été créées des intervisions. Ce sont des moments où les parties prenantes, ces personnes qui connaissent les sujets avec des problèmes complexes qui ne sont pas résolus, prennent des décisions d'une manière flexible et adaptée aux besoins de la population, c'est-à-dire la personne qu'il faut accompagner. Cette intervision se tient une fois par mois, 2 fois par mois, donc c'est très fluctuante, mais est ciblée sur les besoins spécifiques complexes. Ensuite, des éléments de formation, ce qu'on appelle les formations flash. En effet, ce sont des réunions périodiques de formation entre opérateurs des associations qui participent et des partenaires. Donc, d'habitude, ça se déroule de midi à 14h avec sandwich, juste pour savoir que c'est pas, on n'en fait pas le monde. Mais chaque fois, on aborde des thèmes qui concernent. Donc, il y a d'habitude, la dernière fois que j'ai participé, il y avait quand même 70% de participants, donc c'était énorme. Et on aborde des sujets. Moi, j'ai appris énormément sur les droits des mineurs migrants, que je ne connaissais rien, exemple. Ils m'ont invité à parler des psychoses. Qu'est-ce que c'est une psychose? Pour donner des informations aux partenaires. Qu'est-ce que c'est une psychose et qu'est-ce que c'est la schizophrénie? Donc, vous voyez qu'il y a une mutualisation des connaissances. Et donc, évidemment, l'implication de tous les partenaires et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est un système ouvert. Donc, principe et pratique, là, on ouvre des portes ouvertes déjà, mais ça fait du bien quand même les citer tous. Bon, respect et reconnaissance de l'autre en tant que sujet, avec même droit et même devoir, c'est très important, cet respect. Et deuxième, je dirais l'inséparabilité des besoins médicaux, sociaux et psychologiques. On ne peut pas dire « Ah, ça c'est du social ». Combien de fois j'ai entendu cette phrase-là? Mon Dieu. Ah, c'est du social. Après, on rentre dans les finesses diagnostiques et ça, je ne trouve pas intelligent. Valeur de la négociation. Autre élément hyper important dans notre travail, c'est connaître l'importance de négocier les choses. C'est-à-dire, entre il accepte et il refuse, il y a un espace énorme de négociation. Souvent, moi, je me permets quand même de donner une petite impression en tant qu'Italien.
En France, on respecte les droits, c'est très important, mais quand une personne dit non, bon, tu arrêtes. Alors, moi, je dirais non, mais pourquoi? Moi, écoute-moi, je t'écoute, tu m'écoutes. C'est-à-dire, la négociation permet d'avancer. Si je dis, bon, je m'arrête là, c'est fini, je pense qu'on rate pas mal de choses. Donc, la négociation comme élément très important pour atteindre les objectifs. Les implications de tous les partenaires, les parties prenantes, c'est-à-dire un système ouvert à contribution. On accueille dans les réunions et dans l'occasion d'échanges tout type d'associations qui s'occupent évidemment de la précarité. Le gros travail, c'est le partage et diffusion des connaissances, qui peut être formalisé, comme dans les formations, mais même informel, parce que parfois, intervenir dans un foyer, expliquer qu'est-ce que c'est une éducatrice, un trouble bipolaire, ça permet à la personne de comprendre mieux comment accompagner une personne qui est hébergée. Elle dormait tout le temps, elle ne sortait jamais de sa chambre, et maintenant elle ne dort plus la nuit, elle chante, elle fait des achats incroyables, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, le temps qu'on passe avec l'éducateur à transmettre ses connaissances, c'est un temps gagné, c'est pas un temps perdu. La synergie sur le terrain, évidemment, ça veut dire on part des besoins individuels pour construire un parcours de soins, qui parfois oblige à un gros travail, et ça, sur ça, j'ai dit que tous les côtés assistance sociale, etc., c'est très important, dépasser les barrières administratives qui parfois nous coincent, nous laissent en difficulté. Donc, je termine, 2 diapos et c'est fini. De l'égalité à l'équité. C'est pourquoi j'ai dit ça, parce que moi je pense qu'il faut passer d'une action qui est tout à fait légitime, mais qui est finalisée à donner à chacun la même quantité de ressources, donc l'égalité, à une action finalisée d'adapter les ressources disponibles aux différents besoins des personnes, mais en fonction des différents objectifs à atteindre. Donc l'équité, qui est quelque chose qui va au-delà du simple donner à tous la même chose. Donc, le gros défi aujourd'hui, c'est comment être capable de donner et reconnaître les besoins et de donner la bonne boîte aux bonnes personnes. Merci.